Le 29 janvier 2022, non loin de Boston, le corps de John O'Keefe est retrouvé sans vie dans la neige. Sa compagne, Karen Reed, est immédiatement mise en cause et accusée de l'avoir percuté avec sa voiture après une soirée arrosée, puis de l'avoir laissé mourir de froid. Seulement voilà, John est policier. Il était en soirée avec des policiers et il est retrouvé mort devant la maison d'un policier. Alors Karen Reed est-elle vraiment coupable ou est-elle simplement la victime d'un des plus gros complots du 21e siècle? Aux États-Unis en tout cas, tout le monde a son avis. Les gens se disputent à propos de cette affaire. Et après cette Aurora, vous aussi, vous choisirez forcément votre camp. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien, ça va mieux depuis la dernière vidéo et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle Aurora. Je me suis fait une mise en beauté aujourd'hui spécialement pour vous. Cependant, si vous voyez plein de petits points noirs se balader sur mon visage, ce sont sûrement des bêtes d'orage. Il fait plus de 30 degrés dans cette pièce, ce qui explique les bêtes d'orage mais également la transpiration. Mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, affaire absolument incroyable. Alors faut pas que je vous spoil, mais le fin mot de l'histoire a été connu cette semaine, enfin la semaine dernière, mais il y a à peine quelques jours. J'ai tout suivi en direct live. Comment vous dire que c'est un ascenseur émotionnel. J'ai trop hâte de vous raconter cette partie de l'histoire. Il y a un début, un développement, une fin, une conclusion. Conclusion qui s'est faite là, cette semaine, c'est incroyable. Je pense qu'à la fin, vous aurez soit un avis, soit une théorie à m'exposer et j'ai déjà hâte de vous lire. Encore une fois, c'est moi qui lis et like tous les commentaires sous mes vidéos. Mais avant de passer à l'Aurora, place au sponsor du jour. Puisque comme je vous l'ai dit, je trouve ma mise en beauté particulièrement réussie et ça n'aurait pas été possible sans le partenaire du jour qui est Aromazone. Ah non, c'est vrai, maintenant il faut faire comme ça. Je suis pas une boumeuse, ok? J'ai un code promo Aromazone pour vous qui s'affiche juste à l'écran et je vous le mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez le copier-coller si vous avez besoin de l'utiliser. Et grâce à ce code, vous aurez la livraison offerte pendant 2 semaines. Donc, faut pas trop tarder non plus. J'ai eu l'occasion de tester des produits Aromazone spécial été. Ça c'est à cause de ma petite Sandrine, c'est les gouttes illuminatrices, acide hyaluronique et vitamine C. Elle m'a dit oh là là, j'ai trop hâte que tu les testes parce que je les adore et tout. Elle a totalement raison. À quel moment ma petite Sandrine n'a pas raison? Je vous le demande. J'aime trop, ça fait un teint mais absolument sublime. Je le mélange à ma crème hydratante et tout de suite ça te donne un glow, mais pas un glow où t'as mis de l'highlighter partout, ça fait vraiment un glow naturel. Et les jours où je me maquille pas, c'est-à-dire pratiquement 6 jours sur 7, et ben c'est un bonheur à utiliser parce que ça te donne un peu de vie quoi quand le teint terne et que t'es fatigué et tout. Ça permet de limiter les dégâts, moi je les adore. Le troisième produit c'est l'huile sèche satinée or Monoï et coco. Je répète, Monoï et coco. Si vous me connaissez, vous savez, j'adore parce qu'elle fait vraiment, alors il y a des petites paillettes hein, mais c'est vraiment léger, naturel, ça apporte la lumière qu'il faut et on peut l'utiliser sur le corps, sur les cheveux, enfin vraiment, j'adore. On passe à l'avant-dernier produit, ça c'est des compléments alimentaires, c'est les complexes solaires, bronzage et préparation au soleil. Et c'est vrai que c'est bien à prendre avant de commencer à s'exposer. Il y a une gélule à prendre par jour et puis écoutez, je vais le commencer maintenant et on croise les doigts pour avoir encore du soleil en août et en septembre quoi, pitié. On met toutes les chances de notre côté pour garder un teint bronzé et aller toute l'année. Hein. Franchement, moi ça arrange rien parce que mon teint de décembre là, mais moi je peux plus en fait, je peux plus. Le dernier produit que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est le gel natif à l'aloe vera nutritif et protecteur, origine 100% naturelle, made in France, certifié bio et vegan, ça en fait quand même des choses. Vous pouvez l'utiliser pour hydrater votre visage, vos cheveux, l'utiliser en gel, l'utiliser pour hydrater votre corps, mais surtout ça va vous servir par exemple si vous prenez des coups de soleil cet été. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le gel d'aloe vera c'est merveilleux quand on se crame la peau. En fait ça a des propriétés apaisantes et ça évite de garder la peau irritée ou alors après de se gratter par-dessus ces brûlures. L'aloe vera c'est vraiment magique quand on se crame la peau, encore une fois, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester puisque je ne me suis pas brûlée, mais en hydratant et dans mes cheveux là en mode de gel quand je vais me faire des plaquages et tout, je vais trop utiliser ça, je vous en retirerai des nouvelles. Un grand merci à la team Aromazone en tout cas de m'avoir envoyé ces produits, de m'avoir permis de les tester et puis surtout de vous avoir laissé un petit code promo qui s'affiche à nouveau à l'écran. Je suis parée pour l'été et je suis trop contente. J'espère que vous êtes parés pour l'histoire qui arrive, car maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir sous un plaid ou peut-être dans la piscine ou au bord de la plage ou devant le ventilateur, c'est parti. Comme toujours, voici les trigger warnings. Aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Je n'en ai noté qu'un et il s'agit de l'alcool. John O'Keefe est né le 8 décembre 1975 dans le Massachusetts. Il a 46 ans au moment des faits et c'est un policier de Boston. Il vient d'une famille composée de 5 personnes, dont ses parents, John et Margaret O'Keefe.
Il a également un frère et une sœur. John, il est décrit par ses proches comme quelqu'un de très drôle, de généreux, de loyal et de très proche de sa famille. Il obtient son diplôme de justice pénale à l'université de Northeastern parce que son projet, c'est de devenir policier. C'est son rêve, ça l'a toujours été, parce que il veut un petit peu prendre la relève puisque son père est policier. La famille est heureuse, tout se passe bien. Malheureusement, tout va s'effondrer en 2013. Christy, la sœur de John, est atteinte d'une tumeur au cerveau et elle décède en seulement 5 mois. Un an plus tard, en 2014, c'est le mari de Christy, donc le beau-frère de John, qui meurt d'une crise cardiaque. Et c'est déjà une situation extrêmement triste, mais c'est encore pire quand on sait que le couple avait 2 jeunes enfants. John est anéanti, mais malgré son chagrin, il décide de prendre la garde de sa nièce et de son neveu, de s'en occuper à plein temps. Pour lui, c'était impossible de faire autrement. Mais avant ça, petit retour en arrière, en février 2004. John O'Keefe fait la rencontre de Karen Reed grâce à un ami en commun. Mais leur courte relation s'arrête quand Karen doit partir travailler en Irlande. Ce n'est que des années plus tard, en 2020, qu'ils reprennent contact via Facebook. Comme le monde entier à ce moment-là, les deux sont confinés chacun de leur côté à cause de la pandémie. Et John, qui s'ennuie un petit peu, recontacte plusieurs de ses anciens dates, plusieurs de ses ex. On ne va pas le juger. Et puis Karen, qui télétravaille et puis qui traîne en même temps sur les réseaux sociaux, lui répond. C'est comme ça qu'ils reprennent contact et se remettent finalement ensemble. Karen Reed, quant à elle, est née le 26 février 1980. Elle n'est pas mariée et sans enfant. Et d'ailleurs, elle n'en veut pas, elle ne veut pas vivre ce schéma, je cite, à la con. Pourtant, le fait que John s'occupe déjà de 2 jeunes enfants, ça ne lui pose aucun problème. Côté pro, Karen, elle a une très bonne carrière. Elle est devenue analyste financière après avoir obtenu son master, et puis elle enseigne également la finance à l'université. En plus de ça, elle a une très bonne réputation. Karen Reed, c'est vraiment that girl. Pourtant, ses proches la décrivent comme une personne sensible, réservée, même si, quand elle était petite, elle faisait quand même des spectacles et aimait beaucoup faire rire tout le monde. Au moment des faits, John et Karen, ils sont ensemble depuis 2 ans et demi et tous les proches de John apprécient Karen. Ils font souvent des soirées tous ensemble. Il n'y a aucun problème à signaler. Et pourtant, le vendredi 28, au matin, John et Karen se disputent à propos des enfants. En fait, John reproche à Karen de trop les gâter. Karen se rend alors chez elle, à Mansfield, pour être tranquille et télétravailler en paix. Vers 18h, elle téléphone à son père, qui est doyen d'une université, et puis elle quitte son domicile à 20h35 pour rejoindre John au CF McCarthy's à 20h51. Le soir du 28 janvier 2022, une énorme tempête de neige est prévue, mais ni cette tempête, ni leur dispute matinale n'empêche le couple d'aller passer la soirée avec leurs amis. À 22h54, John et Karen se rendent dans un autre bar, le Waterfall. Ils y rejoignent leurs amis, Jen et Matt McCabe. Jen, c'est leur amie, mais c'est également l'entraîneuse au basket de la nièce de John. Les deux couples n'étaient pas les seuls présents ce soir-là, puisqu'ils étaient accompagnés de Brian et Nicole Albert et de Brian Higgins. Alors que le bar ferme vers minuit, Jen invite tout le monde chez le couple Albert afin de continuer la soirée. Et en plus, c'est déjà la fête au 34 Fairview Road, puisque le fils des Albert fête ses 23 ans avec des amis. Il faut savoir que Karen, John et toute la clique, ils sont déjà pas mal attaqués quand ils prennent tous le volant pour aller chez les Albert. Karen est au volant de sa Lexus quand elle et John arrivent devant la maison à minuit 24. Je suis très précise avec les heures, mais ça a son importance. Et quand ils arrivent, tout semble éteint dans la maison, donc Karen demande à John d'aller vérifier si tout est ok et si effectivement ils peuvent venir terminer la soirée ici. En sortant de la voiture, John il prend la gourde de vodka tonique de Karen, il sautille dans l'allée, il est pressé et puis en plus il est alcoolisé. Et il se rend sur le côté de la maison pour emprunter la deuxième porte d'entrée. 2-3 minutes plus tard, il ne ressort pas. Karen qui est dans la voiture, elle l'appelle et il répond pas. 10 minutes d'attente plus tard, Karen, elle en a ras la casquette, donc elle s'en va, mais elle est super en colère et elle lui laisse des messages vocaux vraiment incendiaires, elle l'insulte, elle est hors d'elle parce qu'en fait elle se dit, et je pense que l'alcool n'a pas aidé, que il est parti continuer sa soirée et potentiellement parti la tromper. John, I'm beyond your kids. Nobody knows what the you want to hurt her. John, I'm going home. I need to go home. You're using me right now. As a girl, you're a loser.
itself. Entre minuit 30 et 6h du matin, Karen l'appelle une cinquantaine de fois. Puis elle s'endort sur le canapé pour l'intercepter à son retour, mais à son réveil, toujours pas de John, et surtout, très peu de souvenirs, encore une fois à cause de la consommation d'alcool. Et là, c'est la panique. Elle appelle tous ses amis, dont Jen, à 4h53 du matin. Karen explique la situation, et puis Jen lui répond qu'elle semble un petit peu hystérique, mais que bon, elle a qu'à passer la prendre, et toutes les deux, elles vont aller chercher John. Vers 5h du matin, Karen appelle Kerry, une autre amie, pour lui hurler « John est mort, John est mort !» Et puis elle raccroche. Plus tard, Karen dira plutôt qu'elle a dit qu'elle avait peur qu'il soit mort. Kerry rejoint alors Jen et Karen pour partir à la recherche de John. Les trois femmes se rendent chez lui à 5h45 du matin et en se garant devant, Karen en profite pour montrer aux filles son feu arrière cassé. John, lui, n'est pas à son domicile. Le trio repart à Fairview Road et c'est à 6h03 du matin qu'elle découvre enfin le corps de John au sol dans la neige. Selon Kerry et Jen, c'est Karen qui le voit et qui crie « Il est là, il est là !» alors qu'apparemment, de la voiture, on ne voyait rien du tout. Il n'y a donc que Karen qui le voyait. Ensuite, c'est la panique. Kerry, elle ordonne à Karen de faire du bouche à John et Karen tente de le faire avant de hurler parce que y a du sang qui sort de la bouche de John et elle entend des gargouillis. En entendant ça, elle a peur qu'il s'étouffe dans son vomi, donc elle veut le mettre sur le côté, en position latérale de sécurité, mais Kerry lui hurle de ne surtout pas le faire, au cas où il aurait une blessure à la colonne vertébrale. Karen remarque que John a un éclat de verre planté dans l'arête du nez, elle le retire et du sang lui gicle à nouveau dessus. Elle observe les entailles sur le visage de John et le contour de ses yeux devenus violets. Jen appelle ensuite les secours et ils arrivent quelques minutes plus tard. Lorsqu'ils sont enfin sur les lieux du drame, les secours mettent John sur un brancard afin de l'emmener à l'hôpital Good Samaritan situé à Brockton. À ce moment-là, la police et les pompiers appliquent la section 12 pour Karen. En gros, c'est une mesure visant à surveiller une personne pour risque suicidaire, puisqu'entre-temps, elle a téléphoné à son père pour lui dire que le seul truc qu'elle voulait là, c'était mourir, et donc son père a appelé les secours qui étaient sur place pour les prévenir. Elle est alors admise à l'hôpital en état de choc. Quelques heures plus tard, toujours à l'hôpital, c'est son père qui lui annonce officiellement la mort de son compagnon, John O'Keefe. Karen et sa famille se rendent alors chez John, où une partie de sa famille est déjà sur place. C'est le moment de se recueillir, de pleurer en famille, mais Paul, le frère de John, reçoit un coup de fil. Et lorsqu'il revient, son visage a changé. Il est désormais suspicieux envers Karen. C'est officiel, la police suspecte Karen d'avoir percuté John avec son SUV. Tout le monde est choqué par cette nouvelle parce que, comme je vous l'ai dit, tous les proches de John appréciaient Karen Reed. Le 7 février, un très bel hommage est rendu à John lors de ses funérailles et on dirait presque un hommage national. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a des policiers partout, 50 joueurs de cornemuse, les routes sont fermées et la ville entière en fait est fermée. C'est vraiment impressionnant. Et Karen, quant à elle, elle n'a pas pu assister aux obsèques de son compagnon, car entre-temps, elle a reçu un ordre d'éloignement de la part de la famille de John. Karen Reed est arrêtée le 1er février 2022. Elle est inculpée pour homicide involontaire, homicide routier et départ de la scène de l'accident. Elle plaide non coupable et puis elle est libérée sous caution, une caution d'un montant de 80 000 $. Pour la défendre, elle décide d'engager l'avocat David Yannetti. Le 9 juin 2022, elle est à nouveau inculpée avec de nouvelles charges, puisque cette fois-ci, au lieu de parler d'homicide involontaire, on parle maintenant de meurtre au second degré. L'arrestation de Karen se déroule à l'arrière de sa maison et sur les images, on peut voir qu'elle est perdue, un peu interloquée, qu'elle sait pas trop ce qui se passe. Évidemment, elle clame son innocence, mais ça ne l'empêchera pas d'être emmenée par les policiers en pyjama et sans culotte. Et ça, elle leur dit mais laissez-moi au moins mettre des sous-vêtements, et ils en ont pas grand-chose à faire. I'm being charged with second-degree murder now. Vehicular homicide and leaving the scene caused death and bodily injury. I don't even have underwear. Can I put pants on? And what, again, your parents can come over here and retrieve anything. Cette fois-ci, la juge fixe la caution à 100 000 $, caution que Karen paye pour être libre en attendant son procès. Elle risque la prison à vie. Karen, qui est une femme très intelligente, appelle ensuite l'Institut de droit pénal d'Harvard pour avoir leur avis, des conseils, etc. Et il lui conseille d'engager le même avocat que Kevin Spacey
Spacey qui s'appelle Alan Jackson. L'équipe de défense de Karen est désormais composée de David Yannetti, Alan Jackson et Elizabeth Little. Et c'est une sacrée équipe. Après avoir accepté l'affaire, Alan, il commence à s'informer, à fouiller les dossiers, dont le rapport d'autopsie, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et lui, en voyant les photos, il se dit tout de suite qu'une voiture ne peut pas avoir causé ces blessures. Mais que disent les médecins légistes, etc. Eh bien, selon les premiers rapports de l'enquête, John aurait été blessé avec un objet contondant, comme une voiture, et puis il aurait été laissé pour mort dans la neige. Voyons ensemble ce que l'autopsie pratiquée le 31 janvier 2022 peut nous apprendre. John souffre de blessures à la tête et il présente des signes d'hypothermie. Donc c'est probablement la cause de la mort. Cependant, sur le rapport, la nature du décès reste indéterminée. Et pour que ce soit plus clair pour vous, parce qu'au départ c'était pas très clair pour moi, en fait la cause de la mort ça peut être genre hémorragie, overdose, chute, voilà. Et la nature de la mort c'est mort naturelle, mort par homicide, mort accidentelle. Donc l'hypothermie c'est la cause de la mort, mais la nature de la mort, elle est indéterminée. Ces blessures ne ressemblent pas vraiment aux blessures classiques observées dans les cas de piétons renversés par une voiture. Cependant, et on ne peut pas le nier, son ADN est retrouvé sur le feu arrière droit du SUV de Karen Read. Et ça correspondrait au témoignage de plusieurs personnes. Selon Jen, des policiers et des pompiers présents sur place, Karen aurait dit à 3 reprises sur les lieux du drame « Je l'ai percuté, je l'ai percuté, je l'ai percuté ». Karen prétend plutôt avoir demandé « Est-ce que je l'ai percuté ?» et que c'était une question et pas une affirmation. Comme elle avait bu 9 verres au total lors de la soirée dans les 2 bars, bon, elle affirme n'en avoir bu que 6, mais même si c'est que 6 verres, c'est quand même 6 verres, et bien à ce moment-là, elle devait sûrement avoir les idées pas très claires et s'exprimer pas très bien. De toute façon, d'autres témoins disent qu'au contraire, elle n'a jamais sorti cette phrase, et en effet, sur les vidéos des caméras des policiers qui ont filmé toute la scène, on ne l'entend pas dire ça. Les avocats de Karen continuent à examiner tous les dossiers, les témoignages, et puis un jour, un certain Steve les appelle pour leur dire que quelqu'un d'autre a tué John, et qu'il faudrait vraiment s'intéresser de plus près au couple du 34 Fairview Road, les Albert. Il n'a pas donné plus d'infos que ça lors de sa rencontre avec les avocats, mais il leur a permis d'explorer une nouvelle piste jusqu'alors inexploitée. Évidemment, on y reviendra. Ensuite, les avocats demandent les relevés téléphoniques de toutes les personnes présentes ce soir-là, Jen et Matt McCabe, Brian et Nicole Albert et Brian Higgins. Ils engagent un expert digital, Richard Green. Et lorsqu'il analyse les données du téléphone de Jen McCabe, ce qu'il découvre est hallucinant. Richard trouve cette recherche Google « Combien de temps pour mourir de froid ?» faite à 2h27 du matin, le 29 janvier. La recherche avait évidemment été effacée sur le téléphone par sa propriétaire et l'équipe de défense se dit bingo, on tient une piste, les médias vont forcément en parler, ça va faire scandale et Karen va être innocentée. Mais il n'en est rien. Cette info passe même plutôt inaperçue jusqu'à ce que Turtle Boy, un journaliste en ligne blogueur, lui, en parle sur internet en prenant la défense de Karen. Et honnêtement, aux États-Unis, maintenant c'est comme ça que ça se passe, les procès commencent surtout dans la rue et sur internet. Et l'équipe de Karen, elle le sait. La rumeur veut qu'ils aient eux-mêmes fait fuiter plusieurs informations à ce blogueur pour influencer l'opinion publique. Et c'est pas interdit aux États-Unis. Karen s'entretenait d'ailleurs avec lui tous les jours pour parler de son affaire, et finalement, heureusement, parce que grâce à ça, les médias plus traditionnels se mettent à en parler à leur tour, et Karen est une vraie team de fans désormais, prêts à la défendre coûte que coûte. Concernant le contexte, il me semble quand même important de vous signaler que la police là-bas, à ce moment-là, elle a pas forcément une très bonne réputation. Ils avaient déjà fait face à plusieurs scandales, notamment pour avoir touché trop d'argent après avoir déclaré des heures en plus qu'ils ne faisaient pas vraiment. Donc la population n'a pas forcément confiance en la police du Massachusetts à ce moment-là. Pour le procès de Karen Read, la première difficulté, c'est de trouver des jurés impartiaux. Parce qu'en fait, cette histoire est devenue tellement énorme aux États-Unis que tout le monde a déjà son opinion. Et pour un procès, c'est un gros problème. Pour que vous ayez une idée, sur les 88 potentiels jurés, 69 d'entre eux ont affirmé avoir déjà entendu parler de Karen Read et 24 avoir déjà une opinion bien tranchée sur elle. Donc en fait, le procès, il est déjà biaisé alors qu'il n'a même pas commencé. Et encore une fois, ce n'est pas normal du tout, puisque les jurés doivent s'appuyer sur les preuves présentées au tribunal et uniquement au tribunal, et pas sur
ce qu'ils ont vu ou entendu dans les médias ou sur internet. Donc déjà, première galère. Mais le 16 avril 2024, tout le monde est prêt, c'est le premier jour du procès. L'adjoint du procureur, Adam Lally, celui qui est contre Karen Read, rate un peu sa déclaration préliminaire. Beaucoup de détails, beaucoup de blabla, c'est pas très bien parti. Celle de la défense, l'équipe d'avocats de Karen, au contraire, se passe très bien. Karen a bien choisi ses avocats quand même, parce que ce sont des personnes qui sont très éloquentes. J'ai vu certains passages du procès en direct, j'ai vu beaucoup de vidéos, et c'est vrai que même si c'est en anglais, vous allez voir que même si vous ne parlez pas anglais, parfois ils vont réussir à vous transmettre des émotions, etc. Bref, ils savent bien faire leur métier. Au procès, on commence par le témoignage de Jen McCabe, présente ce soir-là au bar, puis lors de la découverte du corps de John. Elle confirme le déroulé de la soirée au bar avec le couple, puis elle dit que oui, elle les a bel et bien invités à venir boire un dernier verre chez le couple Albert. Jen est déjà sur place quand le couple arrive. Elle est dans la maison et puis à minuit 31, elle leur envoie un SMS pour leur dire de se garer derrière elle. Et à minuit 40, comme elle n'a pas de réponse, elle leur envoie un allô. Ces SMS restant sans réponse, eh bien elle croit qu'ils ont changé d'avis et qu'ils sont rentrés chez eux. Elle quitte le domicile des Albert à 1h45 du matin et puis selon elle, Karen l'appelle ensuite à 4h53 pour lui demander où est John. Karen lui aurait dit qu'elle avait laissé John devant le bar, qu'elle n'était jamais allée chez les Albert, alors que Jen les a vus par la fenêtre, quoi. Elle a vu la voiture. Karen aurait dit au téléphone, mais est-ce que tu penses que je l'ai percuté? Apparemment, avant même d'avoir trouvé le corps, Karen parlait d'accident. N'oublions pas que là, c'est juste le témoignage de Jen. Concernant sa recherche Google sur combien de temps pour mourir de froid, elle a été faite 3 fois. Une fois à 7h27 du matin et 2 fois vers 6h. Mais selon Jen, elle a fait ses recherches à la demande de Karen vers 6h du mat. Et celle de 7h27 qui a été supprimée, eh bien elle affirme que ce n'est pas elle. Et en fait, c'est plausible. Selon certains experts, quand on crée une page de recherche Safari sur iPhone, eh bien elle reste horodatée à l'heure de la création de la page. En gros, il est possible qu'elle ait pas du tout fait cette recherche à 2h27 du matin, mais qu'elle ait créé la page à 2h27. Apparemment, c'était pour des résultats sportifs. Elle voulait les résultats d'un match. Puis ensuite, elle s'est servie de la même page pour faire la recherche sur le temps qu'on met pour mourir de froid à la demande de Karen vers 6h. Donc ceci explique cela. Ceci dit, je me demande quand même pourquoi l'avoir supprimé. C'est ensuite au tour des pompiers et des policiers qui étaient sur place ce soir-là de témoigner. Déjà au moment de la découverte du corps de John, ils ne considèrent pas du tout l'endroit comme une scène de crime et donc le lieu n'est pas du tout protégé. Pour dégager la neige, la police a utilisé un souffleur de feuilles. Oui. Et puis ils trouvent sous cette neige des morceaux de verre provenant vraisemblablement d'un verre à cocktail et puis à côté des traces de sang. Et puis à ce moment-là, ils prélèvent le sang et le placent dans un gobelet en plastique. Et vraiment les gobelets à l'américaine, là, les gobelets rouges qu'on voit dans les soirées d'ados et tout, dans les films et les séries. Oui. Et ce gobelet, ils le placent dans un sac à emporter quand tu emportes un fast-food à manger, quoi. Au lieu de le mettre dans un sac scellé. La maison des Albert n'est pas non plus examinée puisque Jen McCabe affirme aux policiers que de toute façon John, il n'est pas rentré dans la maison. Et pourquoi douter de son témoignage? Après ça, Michael Proctor, un agent de la police du Massachusetts, est prévenu par le sergent Lenk qu'un policier est à l'hôpital. C'est au moment où les secours essayent de réanimer John. Avec le sergent Buchanan, ils vont à l'hôpital et puis ils examinent les affaires de John. Et ils se rendent compte qu'il lui manque une de ses chaussures. Ce qui arrive très fréquemment lorsqu'une personne est renversée par une voiture. C'est quelque chose que les policiers voient régulièrement. Des fragments du feu arrière de Karen sont également retrouvés dans les vêtements de John. Ça c'est toujours la journée du drame. Pendant le procès, ils retracent toute la soirée. Après avoir examiné les vêtements de John à l'hôpital, ils se rendent chez Karen et découvrent devant la maison son SUV avec le phare arrière droit cassé. Ce jour-là, ils saisissent le téléphone de Karen et sa voiture comme pièce à conviction à 16h12. Attention là, je vais vous demander d'être très attentif parce que les heures sont importantes. Ils prennent le téléphone et la voiture à 16h12. À 17h36, la voiture arrive au garage de la police où travaille Kevin, le frère de Brian Albert. À 17h46, il retourne sur le terrain à l'endroit où a été découvert le corps de John pour fouiller et puis chercher des débris du feu arrière. Et là, il trouve en effet
des débris du feu arrière, rouge et transparent, correspondant à la voiture de Karen, et puis la basket de John. Ils repartent après même pas 20 minutes de recherche. Lors du procès, beaucoup d'images sont diffusées et on voit des images de la caméra de surveillance du garage où la voiture est déposée. À un moment donné, on aperçoit la tête de Michael Proctor qui traîne un petit peu près de l'arrière de la voiture de Karen, mais à gauche. Donc pas du bon côté, on ne peut pas penser complot. Sauf que l'équipe de défense de Karen, elle dit non mais vous nous prenez pour des imbéciles là. La vidéo, elle est inversée et la défense prouve que la vidéo est bel et bien inversée. Michael Proctor a donc traîné comme ça près de l'arrière droit de la voiture de Karen. Ce qu'il faisait, on sait pas. En tout cas, les débris ont mis 1 mois et demi pour être inscrits au dossier des pièces à conviction. Mais alors, si ce n'est pas un complot, Karen a-t-elle renversé John, comme l'affirme le bureau du procureur? Peut-être bien. Ou peut-être aussi qu'il y a une autre explication, puisque grâce aux images de la caméra de surveillance de chez John, on a des vidéos où on voit Karen rentrer ce soir-là et emboutir la voiture de John avec l'arrière droit de sa voiture. Mais aucun débris n'est retrouvé sur place, alors qu'à l'endroit où on retrouve John, il y a des débris. Est-ce que Karen a fait exprès d'avoir ce petit accident se sachant filmer ? Ça, c'est à vous de voir et c'est à vous de vous faire votre propre avis. Mais partagez, je veux savoir. Ensuite, lors du procès, on apprend que c'est le sergent Lank qui interroge le couple Albert, alors qu'il les connaît personnellement. Il y a quand même un petit conflit d'intérêts, mais visiblement, ça n'a dérangé personne ce jour-là au poste de police. Ensuite, c'est au tour de tous les témoins présents ce soir-là dans la maison des Albert de témoigner, et ils affirment tous que John n'est pas entré. Ok, donc partons du principe qu'il n'est pas entré. Mais eux, pour repartir, ils sont sortis de la maison, on est d'accord. Pourquoi quand Jen est partie à 1h45 du matin, elle n'a pas vu le corps de John? Pourquoi aucun d'eux d'ailleurs ne l'a vu? La tempête de neige n'avait pas encore commencé. Il y avait de la neige, mais on y voyait encore très clair. Ils seraient donc tous repartis en passant devant John sans le voir. Pourquoi pas? Passons à Julie Nagel, une amie du fils des Albert, présente ce soir-là dans la maison pour l'anniversaire de celui-ci, celui qui fêtait ses 23 ans. Après la soirée, le frère de Julie, Ryan, vient la chercher. Il voit apparemment Karen devant la maison s'arrêter, puis il discute un peu avec sa sœur et Julie, elle se dit non mais en fait finalement je vais rester à la soirée, tu peux repartir, je vais rentrer autrement. Et donc Ryan repart en voyant Karen dans sa voiture seule. Il ne voit pas John ni dans la voiture ni dehors. Il ne reste donc qu'une seule possibilité. Il était dans la maison. Un peu plus tard dans la soirée, les McCabe proposent à Julie de la raccompagner chez elle. Et en partant, elle dira avoir remarqué une masse sombre sur le sol. Mais elle n'y a pas vraiment prêté attention. Brian Albert témoigne ensuite. Enfin. Déjà, on lui demande pourquoi, malgré toute l'agitation qu'il y avait devant chez lui ce jour-là, il n'est pas sorti. Il déclare que sa femme et lui dormaient pendant que les 3 femmes découvraient le corps de John, et selon lui, ils n'ont pas entendu de bruit dehors à cause de la tempête de neige. Ensuite, selon l'autopsie, les blessures de John sur les bras ressemblent à des entailles, à des blessures qui pourraient être causées par un animal. Et évidemment, vous le voyez venir, les Albert ont un chien qui pèse 30 à 40 kilos et qui n'aime pas les inconnus. Le chien des Albert aurait-il pu blesser John? Est-ce que c'était un simple accident? Un médecin légiste témoigne et confirme que oui, les blessures peuvent correspondre à l'attaque d'un gros chien. Elle rejette l'hypothèse de la voiture qui est impossible pour elle. Selon une autre experte, une experte de l'ADN canin, je savais même pas que ça existait, c'est assez improbable, mais trop bien, eh bien elle n'a trouvé aucune trace d'ADN canin sur John, mais une trace d'ADN porcin. Alors soit il a pris du saucisson à l'apéro, soit ça provient d'un aliment comme une friandise donné à un chien. L'équipe de défense demande pendant le procès à voir le chien pour mesurer ses griffes et puis les comparer aux blessures retrouvées sur les bras de John. Malheureusement, il n'appartient plus au Albert. Il a été confié à une nouvelle famille en mai 2022, soit 4 mois après le début de l'affaire, apparemment après une bagarre avec un autre chien du quartier. C'est quand même pas de bol. La relation entre Karen et John est également examinée lors de ce procès. C'est un très gros procès, vraiment c'est la première fois que j'écris autant sur un procès, je crois. Il est question d'un voyage à Aruba pour le Nouvel An 2022 avec Karen, John, les 2 enfants, dont John a la garde, et beaucoup d'amis de John inconnus
pour Karen. Lors de ses vacances, apparemment, l'alcool coule à flot, mais j'ai l'impression que c'est assez récurrent dans ce groupe d'amis. Et un soir, alors que John prenait la petite sœur d'une amie dans ses bras, Karen l'aperçoit et se met à lui hurler dessus. Les deux femmes finissent par se disputer, par s'insulter, et Karen s'excusera plus tard. Sous-entendu du coup pendant le procès, Karen est une femme jalouse, possessive et contrôlante. Le FBI est également sur l'affaire, mais lui, il enquête sur ceux qui ont enquêté sur cette affaire. Et c'est Michael Proctor qui est dans leur viseur. A-t-il fabriqué de fausses preuves? Le FBI découvre qu'en tout cas, il a créé une discussion de groupe avec ses amis, où ses amis lui demandent si Karen est bonne, ce à quoi il répond que oui, elle est bonne, mais qu'elle est cinglée. Évidemment. Qu'il a fouillé son téléphone pour les besoins de l'enquête, et puis qu'il était un petit peu déçu de ne pas avoir trouvé dans ce téléphone des photos de Karen à poil. Le FBI découvre également un autre SMS envoyé par Proctor à sa sœur, où en parlant de Karen, il dit « mais pourvu qu'elle se suicide, elle a pas de cul, c'est une attardée mentale, c'est une salope ». Il mène l'enquête sur l'affaire. Quand bien même c'est une suspecte, est-ce que c'est une manière de parler des gens ? C'est quand même pas très professionnel, mais ça vous donne une idée de la personne qu'il est. Donc s'il parle de Karen comme ça, est-ce qu'il aurait pu s'empêcher de casser un phare pour semer des morceaux devant chez Albert ? Je crois pas. Passons maintenant à Brian Higgins, qu'on n'a pas encore entendu et qui était également présent ce soir-là. Lui, c'est un agent fédéral du TDF et en plus de ça, il est ami avec le chef de la police de Canton. On apprend au procès que ce soir-là, lorsqu'il voit Karen et John arriver ensemble, il envoie un SMS à Karen pour lui dire « Bah alors, tu dis pas bonjour ?» Aurait-il été jaloux? Serait-il amoureux de Karen? C'est possible. Non, mais vous êtes pas prêts de tout ce qu'on a appris pendant ce procès. C'est possible parce qu'il y a des SMS prouvant que les deux se draguaient, qu'ils se disaient mutuellement qu'ils se trouvaient sexy, et en fait, ils se sont même déjà embrassés. Ce groupe d'amis est trop bizarre. Même si ce groupe d'amis est plus que problématique, on va éviter de juger et on va se pencher désormais sur les preuves et les faits, c'est-à-dire ce sur quoi sont censés s'appuyer les jurés. L'agent Paul, expert en accident, examine les données enregistrées par le SUV de Karen ce soir-là. Il se rend compte que le véhicule a roulé à 38,9 km/h en ligne droite et en marche arrière pendant 5 secondes sur 19 mètres jusqu'à un arrêt brusque. Il conclut alors que oui, il y aurait pu y avoir un impact avec un piéton, donc John. Mais ce qui est assez suspect, c'est que lors de son témoignage à la barre, il se montre très nerveux, il se reprend, il bafouille. Honnêtement, on dirait pas qu'il est en train de dire la vérité. En tout cas, comme il n'a pas l'air très sûr de lui, évidemment, il se fait démonter par la défense. C'est un peu gênant même à voir, puisque la défense a enquêté sur lui, et puis elle prouve qu'il n'a aucun diplôme en maths, aucun diplôme en sciences, aucun diplôme en cinématique. En fait, il n'est pas vraiment formé pour analyser ce genre de données. La défense appuie ensuite sur le fait que John ne présente pas de blessures aux épaules, sur les côtes, dans le dos, donc s'il avait été heurté par une voiture, l'impact se serait produit au niveau de son bras ou de sa tête, ce qui n'est pas tellement probable vu sa taille. Pour étudier cette question, le FBI engage une société d'accidentologie. Et puis les experts de cette société viennent témoigner à la barre. Et contrairement à l'agent Paul, ce sont des experts et des docteurs diplômés pour travailler sur ce genre d'affaires. Et selon eux, le feu arrière droit cassé n'est pas compatible avec un choc contre le bras de John. Il avait une fracture derrière le crâne et ce n'est pas possible non plus vu le modèle de la voiture de Karen. Ça part dans tous les sens, je vous avais prévenu. Concernant le verre à cocktail retrouvé, un des scénarios probables, c'est que peut-être que la voiture a heurté la main de John qui tenait le cocktail et de ce fait, il aurait pu perdre l'équilibre, tomber et se cogner contre le trottoir par exemple. Ça, c'est déjà plus probable. Mais on est loin d'en avoir fini avec les théories. Le dernier témoin entendu, c'est le conducteur du chasse-neige qui a travaillé ce matin-là. Il dit être passé devant la maison une première fois à 2h45 et il déclare n'avoir rien vu devant cette maison, la maison des Albert. Et puis il est passé une deuxième fois entre 3h15 et 3h30 du matin. Et là, il a aperçu une Ford Edge garée devant l'endroit où le corps de John a été retrouvé. Et qui a une Ford Edge ? Le couple Albert. Et oui. Le procès, après des jours et des jours, se termine sur les plaidoiries. Alan Jackson, l'avocat de Karen,
en fait une excellente. Il a les bons mots, il parle très bien, c'est une plaidoirie réussie. Celle de l'accusation, par contre, bien, elle a tendance à plutôt ennuyer le jury, composé de 6 hommes et de 6 femmes. Et en fait, l'adjoint du procureur n'a même pas le temps de finir sa plaidoirie, la juge doit l'écourter. C'est vraiment gênant. Encore une fois, c'est plutôt gênant à regarder. La délibération dure 4 jours et dans un procès, plus c'est long, moins c'est bon. Parce que ça veut dire qu'il y a sûrement conflit sur le verdict à donner et c'est pas bon signe. Au bout de ces 4 jours, le jury annonce ne pas parvenir à un vote unanime. La juge, elle estime que 4 jours, c'est pas du tout assez pour étudier tout le dossier et elle leur demande de reprendre les délibérations. Le 5e jour, les avocats sont appelés. Et le 1er juillet 2024, c'est officiel, les jurés déclarent à nouveau être dans l'impasse. La juge déclare alors ce procès, qui a pris des jours et des jours et des jours et des jours, annulé. Les proches de John sont choqués, très déçus, voire dévastés, parce qu'un nouveau procès va avoir lieu. Il va falloir repasser par là. Parce que malgré tout, il faut un verdict. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé entre John O'Keefe et Karen Read. Avant de passer au 2e procès et d'avoir enfin le verdict sur le sort de Karen Read, je me suis dit qu'on allait passer ensemble quelques éléments que j'avais gardés sous le coude pour expliquer 3 théories, celle du complot, celle du meurtre ou celle de la mort accidentelle. Voici tous les éléments que j'ai récoltés, en plus de ceux que vous venez d'entendre, qui pourraient expliquer un complot contre Karen Read. Déjà, on ne peut pas mettre de côté le fait que cette affaire, elle est à propos d'un policier qui est retrouvé mort sur la pelouse d'un autre policier. À mes yeux, la justice, elle est déjà un petit peu contre Karen. Si Karen avait vraiment commis ce meurtre, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle l'aurait fait dans ces circonstances-là, encore une fois devant chez un policier ? Ça me paraît peu probable. Mais après, peut-être que c'était une décision stupide sous le coup de l'alcool. Petit fait intéressant, Brian Albert a été boxeur. Alors bien sûr, boxeur, ça veut pas forcément dire tueur, mais quand même, s'il y avait eu bagarre dans la maison des Albert ce soir-là, on peut imaginer qu'il aurait donné un coup fatal à John. Ensuite, je trouve ça quand même assez intéressant de souligner que c'est marrant de voir que ce soir-là, ils avaient tous énormément bu, mais qu'ils ont tous assez de souvenirs extrêmement précis pour pouvoir accuser Karen. Reparlons très rapidement des morceaux de phare cassés qui étaient absents à 7h30 du matin, mais présents à 17h après le passage des amis policiers de John. Et le fait le plus marquant reste quand même celui-ci. Brian Higgins est appelé par Brian Albert ce soir-là, vers 2h du matin. Pas de réponse, puis Higgins rappelle Albert. L'appel dure 22 secondes à 2h22 du matin. Et Albert, lors du premier procès, il déclare qu'il a appelé sans faire exprès, et que comme c'était pas un appel volontaire, il n'en a aucun souvenir. Depuis, Higgins a jeté son téléphone et la carte SIM qui allait avec dans la benne à ordures d'une base militaire. Jen, quant à elle, appelle John plusieurs fois avant minuit ce soir-là. Elle dit que c'est sans le faire exprès aussi. Pour la défense, la théorie du complot est claire. John serait entré dans la maison des Albert ce soir-là, il se serait rendu au sous-sol où la soirée a continué, et puis il se serait disputé avec quelqu'un. Soit la bagarre a mal tourné, soit le chien se serait mêlé de la dispute et aurait attaqué John, et la bande d'amis se serait mise d'accord pour déposer le corps de John devant la maison et le laisser mourir de froid. À force de faire mes petits sous-entendus, je pense que vous avez compris quel avis j'avais sur cette affaire. Il n'empêche que mon rôle, c'est quand même de vous présenter tous les faits. Voici donc ce qui pourrait prouver que Karen est coupable. D'abord, il y a leur mésentente. La dispute pendant leurs vacances à Aruba, et puis la dispute le matin même de la mort de John concernant Karen qui gâterait trop les enfants. Ajoutons à ça la tromperie, le baiser échangé entre Karen et Higgins. Ça fait beaucoup. Le changement de comportement de Karen lors du procès est aussi pointé du doigt. Selon si les jurés sont ou non dans le tribunal, elle bavarde avec sa famille, elle se retourne, elle rigole parfois, elle a l'air détendue. Et puis dès que les jurés entrent, elle redevient sérieuse, stoïque. Son attitude pose clairement problème. Et elle ne montre que très peu d'émotions, même quand la famille de John, la famille de son compagnon, est en larmes face à elle. Et c'est étrange parce que elle partageait quand même la vie de cet homme et la vie de sa famille. La troisième théorie, elle est très simple, ça reste celle de l'accident. John O'Keefe aurait pu succomber à une hypothermie après avoir chuté sur le trottoir à cause d'un simple excès d'alcool. Avec tous ces éléments, ça paraît peu probable,
mais c'est possible. Pour le moment, vous n'avez pas le fin mot de l'histoire, vous n'avez pas le verdict. Commencez déjà à écrire votre commentaire. Quelle théorie est la plus probable pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot contre Karen et que c'est un coup des amis de John? Est-ce que vous pensez que Karen a tué John? Ou est-ce que vous pensez que c'est un accident? Partagez-moi votre avis et peut-être même que vous avez une autre théorie complètement différente de celle-ci. Donc si c'est le cas, vraiment, dites-moi. Il y a à peine 3 mois, le 1er avril 2025, le nouveau procès de Karen Read a commencé, avec un nouveau procureur, Hank Brennan. Depuis le premier procès, sachez que l'agent Proctor a été suspendu. Durant ce deuxième procès, donc qui dure 3 mois, eh bien il n'y a pas vraiment de nouvelles révélations. Là vous allez voir, vous allez très vite avoir la réponse. On n'apprend rien de nouveau, hein. En fait c'est vraiment le même procès qui se déroule, mais avec un nouveau juge et des nouveaux jurés. C'est vraiment la même chose, c'est pour ça que je vais pas le repasser en revue. Et les plaidoiries se terminent le 29 mai 2025. Les délibérations commencent le vendredi 13 juin vers 14h40 et ça j'ai vraiment suivi en direct parce que j'avais déjà écrit cette vidéo et j'attendais le verdict pour pouvoir la sortir. Tous les jours je regardais, sachez que le procès était retransmis en direct sur YouTube. Je trouve que c'est quand même fou. Et la journée du 13 se termine vers 16h35 sans verdict. Un jour passe, puis 2, puis 3 et comme je vous l'ai dit, pour un procès, plus c'est long, moins c'est bon. Et finalement, un verdict est rendu le 18 juin 2025, c'était il y a 11 jours, et je vous laisse le découvrir. Defendant not guilty or guilty? So say you, Mr. Foreman. So say you all. Jurors, hearken your verdict as the court records it. You upon your oath say the defendant on... Karen Read a été déclarée non coupable des 3 chefs d'accusation principaux, mais coupable de conduite en état d'ivresse. Elle fera donc 1 an en liberté conditionnelle, mais ça y est, Karen Read est libre. Personnellement, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le verdict, j'étais contente. J'étais contente parce que j'ai vraiment vécu l'histoire en live. C'est comme si vous le viviez en live vous aussi, parce qu'encore une fois, c'était il y a juste une dizaine de jours. C'est quand même la finalité après 2 procès qui ont duré quand même pas mal de temps. I just want to say 2 things. Number 1 is I could not be standing here without these amazing supporters who have supported me and my team financially and more importantly, emotionally for almost 4 years. And the second thing I want to say is no one has fought harder for justice for John O'Keefe than I have and my team. Thank you. Je vous conseille vraiment aussi de regarder un documentaire, je vous mettrai l'affiche juste ici et le nom dans la barre d'infos. C'est un documentaire où on suit Karen Read pendant tout le premier procès jusqu'au verdict, où il n'y a pas vraiment de verdict et où le procès est annulé. Mais c'était super intéressant de voir vraiment l'envers du décor. On est emmené dans le QG de la défense, on voit les avocats travailler, on les voit répéter leur plaidoirie, etc. Vraiment, j'ai trouvé ce documentaire fascinant. C'est l'un des meilleurs que j'ai vu jusqu'à maintenant. Peut-être parce qu'aussi je l'ai regardé en même temps que se déroulait le deuxième procès. Donc j'étais peut-être plus dans l'ambiance, mais je l'ai trouvé très très réussi. Et Karen Read y témoigne et elle parle beaucoup et on voit comment elle se sent émotionnellement. C'est vrai que c'est un côté que j'ai pas trop appuyé dans cette vidéo, mais bon, elle est passée par toutes les émotions forcément. On parle quand même d'un risque de passer tout le reste de sa vie et finalement de mourir en prison. Moi je suis contente du verdict. Après peut-être que je me trompe. Je suis à 80% sûre qu'il s'est passé quelque chose de vraiment pas net dans cette maison ce soir-là, que les amis sont au courant de quelque chose, mais j'ai quand même 20% où je me dis peut-être que Karen l'a vraiment percuté, même vous savez juste le bras, et qu'il est tombé sur le trottoir et qu'elle s'est pas rendue compte avec l'alcool et qu'elle est juste repartie et rentrée chez elle. C'est possible, franchement c'est possible. Et dans tous les cas, j'ai trouvé la manière dont Karen a été traitée dégueulasse par la police. Voilà, ok, John était un policier et je respecte, il y a pas de problème, mais c'est pas une raison pour l'arrêter comme ça en pyjama, sans culotte, lui dire de toute façon bah non, en fait tu viens cul nu, allez hop on est parti. Et l'agent Proctor là qui parle d'elle,
mais d'une manière mais dégoûtante. En fait, c'est juste dégoûtant. Enfin, je sais pas, sous prétexte que c'est une femme dans son téléphone, au lieu de chercher des preuves, soit tu cherches des nudes. Enfin, on est où en fait? Donc en fait, juste pour que ces gens-là soient dégoûtés, bah moi je suis bien contente qu'elle ait été libérée. Voilà. Mais c'est peut-être pas la bonne façon de penser. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content du verdict? Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu peut-être un 3e procès? Est-ce que vous pensez que c'était un accident? Enfin bref, toujours les mêmes questions, mais j'ai tellement hâte de savoir et de vous lire. N'oublions pas que la finalité, c'est quand même la mort d'un homme, la mort d'un compagnon, d'un ami, d'un frère, d'un fils, et c'est vraiment super triste parce que ça avait l'air d'être quelqu'un de très bien. La famille O'Keefe forcément n'est pas très contente de ce verdict. Je ne sais pas quelle sera la suite. Est-ce qu'un jour ils vont réouvrir l'enquête? Ça m'étonnerait. Mais voilà, c'était l'affaire Karen Read et John O'Keefe, une affaire qui est très très actuelle. C'est la première fois que je fais une Auroria qui est aussi récente, donc dites-moi si ça vous a plu. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces vers le haut et en vous abonnant à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis j'en profite comme on est à la fin de la vidéo pour vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus par rapport à la dernière vidéo. Si vous savez, merci infiniment. Vos mots me sont allés droit au cœur, vraiment. J'ai pas d'autre mot que juste merci, et je vous aime très fort. Sur ces belles paroles, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao.